Bonjour, bon midi à tous. Bienvenue donc à ce webinaire portant sur un sujet qui aujourd'hui est définitivement d'actualité, qui est les enjeux liés à la légalisation du cannabis dans votre entreprise. Alors, je vous présente sans plus tarder mon invité d'aujourd'hui, Simon-Pierre Hébert, avocat et associé chez BCF Avocat d'affaires. Alors, bonjour, bienvenue. Merci. Bienvenue. Un beau sujet aujourd'hui. Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, très certainement. On va essayer de faire ça en 30 minutes. En 30 minutes, parfait, parfait. Donc, BCF, je vais vous présenter un petit peu l'entreprise pour laquelle notre invité travaille. Donc, 220 professionnels regroupés en 23 équipes multidisciplinaires. C'est une référence en droit du travail. Ils ont des alliances avec des cabinets réputés partout sur la planète et ils sont associés à Meritas, qui est l'un des plus grands regroupements de cabinets indépendants au monde, avec plus de 7000 avocats présents donc dans 60 pays. Donc, je pense que vous avez un solide appui derrière vous chez BCF. Absolument. Donc, notre invité, Simon-Pierre Hébert, est associé au sein du groupe de droit du travail et de l'emploi, plus précisément du Bureau de Québec. Donc, on vous le dit aujourd'hui, on diffuse donc à partir de Québec. Sa pratique couvre différentes facettes du droit du travail et de l'emploi. Il plaide fréquemment devant les tribunaux d'arbitrage de grief, le tribunal administratif du travail et les tribunaux civils. Il a également développé une expertise en matière d'injonction, que ce soit pour faire respecter des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation ou en matière de piquetage et autres moyens de pression exercés par les syndicats. Il possède une solide expérience des secteurs manufacturiers, des services, de la santé et de l'éducation. Je pense que nous avons la bonne personne aujourd'hui pour nous parler des enjeux reliés à la légalisation du cannabis dans votre entreprise. Et bien sûr, êtes-vous prêts? La question se pose, mais aujourd'hui, je pense qu'elle se pose avec d'autant plus d'acuité. Je veux vous rappeler qu'il y aura une période de questions à la fin du webinaire, un webinaire qui durera environ 25 à 30 minutes. Donc, on vous invite à poser des questions. Vous avez sur l'outil de GoToWebinar, vous avez la possibilité de poser une question via le point d'interrogation ou la main levée. On va être en mesure de récolter donc vos questions et à la toute fin, Pierre Simon répondra à vos questions. Par contre, s'il y a certaines questions là, qui s'avèrent un petit peu plus pointues en cours donc, de présentation, il pourrait y avoir également une intervention. Donc, écoutez, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre invité, donc Simon-Pierre Hébert de chez BCF. Merci, ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi. Dans le cadre de ma présentation, je vais couvrir différents points, dont l'importance d'avoir une politique en matière de drogue et alcool, la légalité des tests de dépistage, que ce soit en matière de pré-embauche ou durant l'emploi. On va également parler du pouvoir de fouille, de fouiller les casiers, les bureaux des employés si on soupçonne qu'il y a possession ou consommation de drogue. Et finalement, le pouvoir d'intervention en matière disciplinaire. Bon, quelques petits rappels. Vous le savez, l'âge minimal pour la consommation de cannabis a été fixé à 18 ans. Avec le nouveau gouvernement tout récemment en place, c'est possible que ça passe à 21 ans, c'est à suivre. Le seul endroit où on peut acheter légalement du cannabis est à la SQDC, ouvert depuis 10 heures ce matin. Il semble-t-il qu'il y a même des files importantes. Possession pour fin personnelle, on parle de 30 grammes par personne dans un lieu public, y compris dans un véhicule. Au niveau de la cultivation de cannabis, au niveau fédéral, on parle de 4 plants maximum et on a une interdiction au niveau du Québec. Le défi que nous avons actuellement, c'est de jongler avec des lois qui sont parfois différentes au niveau fédéral, au niveau provincial et même au niveau municipal. On a vu la semaine dernière que les règles dans la ville de Québec vont être différentes que celles dans la ville de Montréal. La province de Québec a édicté des lois qui sont plus sévères qu'au niveau fédéral. Alors, c'est un peu un casse-tête, même pour nous, les avocats. Alors, j'imagine encore plus là, pour les gens qui sont moins familiers avec cette règle-là. Par la suite, il y a une question, il y a possession de certains lieux de cannabis. Ça, c'est la grande différence au niveau municipal.
La question de la conduite avec les facultés affaiblies, on parle d'une concentration interdite supérieure à 2 nanogrammes par millilitre, avec une tolérance 0 au Québec, 2 nanogrammes pour ceux qui sont moins familiers. Si je fais un comparable avec le fameux 0.08 que l'on connaît bien en matière d'alcool, me semble-t-il que 2 nanogrammes, c'est encore beaucoup moins. Alors, c'est pratiquement 0, 2 nanogrammes, puisqu'il apparaît que quelqu'un qui viendrait tout juste de consommer un joint de cannabis aurait un taux d'environ 1000 nanogrammes dans les minutes qui suivent. Alors, c'est quand même là, drastiquement différent. La possession, la production ou la vente de distribution d'objets servant à la production ou la consommation de cannabis est également interdite. C'est uniquement la SQDC là, qui sera autorisée à ces fins-là. Par la suite, vous allez voir au niveau de la législation applicable. Il y a des lois ont été bonifiées. On fait notamment référence à l'article 51, qui peut-être pour ceux là, qui sont plus familiers, là, un article qui est bien connu, qui exige que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité, ainsi que l'intégrité physique de ses travailleurs. Mais on a fait un ajout avec l'article 51.2. Alors ça, c'est vraiment une nouvelle obligation qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. On dit l'employeur doit veiller à ce que le travailleur n'exécute pas son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l'alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire. Pour ceux, je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous, mais en matière de construction, on a une présomption supplémentaire qui a été créée. Alors, le législateur est venu édicter que sur un chantier de construction, l'état d'un travailleur dont les facultés sont affaiblies par l'alcool, la drogue, incluant le cannabis ou une substance similaire, représente un risque aux fins du premier alinéa. Donc, on est venu faciliter. Évidemment, il y a beaucoup d'emplois à risque en matière de chantier de construction. Alors, il y a une super présomption que ça constitue un risque. Alors, ce que ça veut dire, 51.2, c'est que comme employeur, vous avez l'obligation de veiller à la santé et la sécurité, pas seulement de l'employé qui pourrait être appelé à consommer du cannabis, mais également avec ses collègues de travail. Dans un milieu de travail, exemple manufacturier, où un employé conduit un chariot élévateur, s'il est intoxiqué ou il a les facultés affaiblies, mais le risque, vous comprendrez, n'est pas uniquement pour sa propre personne, mais aussi pour ses collègues de travail. D'autres obligations au niveau légal qui ne sont pas nécessairement nouvelles, c'est l'article 2087 qui est prévu au Code civil du Québec, qui vient un peu reprendre le principe de 51, c'est-à-dire que l'employeur, outre qu'il est tenu de permettre l'exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. Dernière disposition en matière du code criminel. Depuis pratiquement 10 ans, on a mis des obligations supplémentaires à l'employeur. On dit il incombe à quiconque dirige l'accomplissement d'un travail ou de l'exécution d'une tâche ou est habilité à le faire prendre les mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte une blessure corporelle pour autrui. Ce fut un article qui a été longtemps plus théorique que pratique, mais on commence à avoir des jugements qui ont été rendus, dont il y a quelques semaines où un entrepreneur en construction a reçu une peine d'emprisonnement de 18 mois en raison du fait qu'il n'avait pas veillé à la santé et à la sécurité d'un travailleur qui était malheureusement décédé sur un chantier. Alors, on n'est plus en matière d'amende, de plainte pénale, comme c'est possible de le faire en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail, mais on est vraiment avec des peines d'emprisonnement. Alors, c'est une modification importante et tout ce qu'on veut éviter, c'est qu'un employeur qui aurait toléré ou, à sa connaissance, aurait laissé travailler un employeur fortement intoxiqué et à qui surviendrait un accident, pourrait se voir comme employeur là, coupable de ces différents types d'infractions. Malgré le fait que la consommation de cannabis est maintenant légale, l'employeur conserve ses droits de gérance
Et c'est spécifiquement prévu à l'article 21 de la loi constituant la SQDC. On dit en vertu de son droit de gérance, l'employeur peut encadrer, y compris interdire, toute forme d'usage du cannabis par les membres de son personnel sur les lieux de travail au sens de la LSST, sauf si cette forme d'usage y est déjà interdite en vertu du présent chapitre. Alors, de là, l'importance d'avoir une politique en matière de drogue et d'alcool. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà ce type de politique. Alors, dans un tel cas, ce serait important de faire les adaptations nécessaires, car avant, le cannabis était inclus dans la notion de drogue et c'était facile. On interdisait l'utilisation, la possession, la distribution de drogue. Là, il y a des nuances à apporter. Mais même si le cannabis est maintenant légal, bien, en tant qu'employeur, vous avez le droit d'interdire et d'encadrer l'utilisation du cannabis dans votre milieu de travail. Alors, il y a beaucoup de méconnaissances et vous allez entendre toutes sortes de choses, ou même vous entendez actuellement toutes sortes de choses. Alors, est-ce que je peux venir travailler avec... Oui, j'ai le droit de venir travailler avec mon joint, avec le cannabis. Bien, c'est important d'édicter les règles du jeu. Et c'est pour ça qu'on recommande fortement que chaque entreprise, peu importe la taille, même une petite entreprise, se dote d'une politique en matière de drogue et d'alcool. La sensibilisation de vos employés et la communication claire de vos attentes concernant l'usage du cannabis sur les lieux de travail sont essentielles. Et la question est toujours de se poser si un poste on peut appliquer la règle de tolérance zéro. C'est-à-dire si un poste est critique au niveau de la santé et sécurité. Je me permets de t'interrompre, en fait, sur la question du tolérance zéro. Est-ce qu'on a des paramètres connus d'une définition tolérance zéro? Ça fait déjà partie des choses avec lesquelles on navigue dans les entreprises? Oui, la règle de tolérance zéro va s'appliquer habituellement aux entreprises où il y a des employés qui occupent des emplois avec des postes critiques pour la sécurité. L'exemple le plus facile, c'est en matière de construction. Les gens et là, malheureusement, au niveau de la jurisprudence, au niveau des décisions qui ont été rendues jusqu'à ce jour, la notion des postes critiques est beaucoup rattachée aux postes physiques. Alors que tandis que pour moi, personnellement, l'ingénieur qui va faire des plans ou l'architecte qui va faire des plans d'un chantier de construction, bien qu'il travaille dans un bureau une grande partie de la journée, s'il fait des erreurs en raison de ses facultés affaiblies par la drogue ou l'alcool, ça peut avoir des conséquences encore plus néfastes que l'employé comme tel. Mais pour répondre à votre question, aujourd'hui, l'état du droit, c'est que tolérance zéro, c'est vraiment pour les postes critiques. Prenez là l'exemple de la construction, les conducteurs de chariots élévateurs, les conducteurs de vannes et autres, les emplois traditionnels de bureaux de 9 à 5. La tolérance zéro est beaucoup plus difficile à imposer comme employeur. Qu'est-ce que vous devez retrouver dans votre politique en matière de drogue et alcool? Vous assurer, dans l'éventualité que vous êtes dans un milieu syndiqué, qu'elle est compatible avec la convention collective, qu'elle est également compatible avec les chartes. On va parler un peu plus tard des fameuses obligations d'accommodement qu'on entend souvent. La raisonnabilité. D'interdire de consommer sur le milieu de travail, c'est une chose. D'interdire de consommer en tout temps, même pendant vos vacances d'été. Pour prendre un exemple facile, ça ne serait pas déraisonnable. La politique se doit d'être claire et non équivoque. Un autre élément que par expérience, on remarque souvent, vous avez beau avoir la meilleure politique, si elle n'est pas connue des employés. Si vous n'êtes pas capable de démontrer que les employés en ont pris connaissance, la politique, ça ne vaut pratiquement rien. Alors souvent, là, les politiques sont enterrées dans des piles de documents et même l'équipe RH ou les gens là, qui sont appelés à effectuer ce travail-là au sein de l'entreprise ont de la difficulté à mettre la main sur la politique. Alors, il y a une étape. D'avoir une bonne politique, c'est une chose. De la faire distribuer, d'être capable de démontrer que les employés en ont pris connaissance est une chose tout aussi importante. C'est pour ça qu'on voit à l'item suivant la connaissance des employés qu'une contravention entraînera une mesure disciplinaire. Un autre élément, c'est l'application de façon constante et non discriminatoire. Ça aussi, vous avez beau avoir une très bonne politique, qu'elle a été distribuée, que tout le monde en a pris connaissance.
Si vous l'appliquez uniquement dans les cas qui vous intéressent, on a un problème. Il faut, en matière de ressources humaines, d'avoir une gestion neutre, d'appliquer les mêmes règles du jeu à tout le monde. C'est souvent quelque chose qui va être payant pour toute organisation. Qu'est-ce qu'on doit prévoir à votre politique? Les objectifs visés, bon, ça s'applique à qui? Ça ne s'applique pas juste aux employés, ça s'applique au cadre de l'entreprise, ça s'applique aux dirigeants de l'entreprise. Elle s'applique également pas juste dans le lieu physique du bureau, si vous avez des représentants aux ventes, si vous avez des gens qui participent à des trade shows, à des colloques, ou des conférences. Il faut avoir une notion élargie là, du milieu de travail. Si vous voulez prévoir une tolérance zéro, c'est important de l'indiquer. Et c'est important aussi de ne pas faire uniquement allusion à la question de fumer le cannabis. Les plus vieux qui nous écoutent ce matin, souvent, c'est facile de détecter quelqu'un qui a consommé du cannabis. Ça sent une odeur particulière. Tandis que là, de plus en plus, on s'en va vers les dérivés du cannabis. On va même envoyer des petits jujubes, des petits gummy bears au cannabis. Alors, c'est beaucoup plus dur de détecter. On me donnait quasiment l'exemple il y a quelques jours qu'un employé pourrait vous manger des jujubes en pleine devant vous. Et sans le savoir, cette personne-là consomme du cannabis. Donc, on se méfie des jujubes de maintenant. Avec l'Halloween qui s'en vient, là, je ne serai pas juste des heureux, là, mais c'est de s'ouvrir à de connaître ce nouveau type de consommation de cannabis qui est possible. De prévoir que c'est interdit de se présenter sous l'effet de la drogue. Différents experts actuellement, il y en a certains qui vont dire jusqu'à 6 heures et même jusqu'à 10 heures après la consommation de cannabis, on en subit encore les effets. Alors, pour moi, le vrai défi est là. Est-ce que des gens vont consommer du cannabis durant les heures de travail? Ça va être une extrême minorité. Mais la personne qui, le dimanche soir ou le jeudi soir ou très tard, jusqu'à 3-4 heures du matin, consomme du cannabis et vient travailler le lendemain matin, c'est beaucoup plus de ces cas-là, je pense, qu'on va retrouver ou qu'on retrouve déjà que la consommation comme telle sur les lieux de travail. Toujours au niveau de ce qu'on doit retrouver à l'intérieur de votre politique en matière de sanctions disciplinaires. Ça aussi, peu importe qu'on soit en matière de drogue ou d'alcool, j'ai toujours tendance à recommander là, aux gens avec qui on collabore, dire est-ce que la personne est au courant des règles du jeu? Est-ce que la personne a été avisée préalablement des conséquences? Alors là, la politique est importante. Si les règles sont claires, les règles sont connues, que l'employé qui consomme sur le lieu de travail ou qui a les facultés affaiblies, on risque de se faire imposer des mesures disciplinaires pouvant aller ultimement jusqu'au congédiement. Ça facilite, en tant qu'employeur, la démonstration de la justesse de la mesure imposée. On va indiquer également dans la politique la question des tests de dépistage. On va le voir un peu plus tard. Il y a des règles qui s'appliquent à ces différents tests-là. Pour ceux qui sont dotés d'un programme d'aide aux employés, on va référer les employés à ce niveau-là, les employés qui ont des problèmes. L'obligation de fournir un certificat médical pour justifier la consommation de cannabis. Encore là, j'insiste pour que les employeurs avisent les salariés que si vous avez un problème et que vous devez, à des fins médicales, consommer du cannabis, il faut le faire avant, pas après coup. C'est souvent ça qui arrive dans la réalité. C'est que la personne se fait attraper et là, tout à coup, c'est pour des fins médicales. Non, non, non. Dans la politique, on le prévoit clairement. Venez nous voir avant, avisez-nous, il n'y aura pas de sanction, il n'y aura pas rien. On va s'assurer que vous êtes en mesure d'effectuer votre travail, mais vous devez nous dénoncer cette consommation-là des fins médicales avant et non après. Excuse-moi, dans ce cas-ci, en fait, c'était le cas avant aussi. J'imagine un employé qui en consommait à des fins médicales devait aussi, au niveau de la loi, là-dessus, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé ou c'est vraiment la même situation qu'on avait avant la légalisation? C'est la même situation qui prévaut. Et là, c'est pas parce que quelqu'un est autorisé à consommer du cannabis pour des fins médicales que ça veut nécessairement dire qu'il est en mesure de faire son travail. Je prends exemple le soudeur ou le mécanicien.
Je veux dire, même si son médecin l'autorise à consommer, pour dire n'importe quoi, 6 joints par jour, ben oui, ça se peut que ce soit bon pour lui au niveau médical. Je ne vais pas faire de ce débat-là ce midi, mais assurément que je ne le mettrai pas sur mes machines ou je ne lui demanderai pas d'effectuer sa prestation de travail. Alors, c'est des nuances et c'est pas le drapeau de la victoire que l'employé qui détient ce certificat-là. Ça ne veut pas dire que vous pouvez, que vous devez lui laisser faire ce qu'il veut au niveau de sa prestation de travail. Même si vous avez déjà une politique, ben vous dites, on en a déjà une, j'ai pas besoin de faire de modifications. J'ai pas vu aucune politique, on en révise beaucoup ces temps-ci, où aucune modification n'était nécessaire parce que souvent, comme je le disais un peu plus tôt, avant, le cannabis était interdit. C'était considéré comme une drogue. Alors là, il y a des nuances à apporter au niveau de la consommation et au niveau de la possession. Alors, c'est certain qu'il y a une mise à jour à faire à ce niveau-là. La légalité des tests de dépistage, il faut faire attention. Vous le savez, on a une charte des droits et libertés de la personne et on entend souvent là, le droit à l'intégrité physique et à la vie privée de l'employé. Alors, avant d'effectuer un test de dépistage, on doit s'assurer que l'on possède un motif raisonnable, qu'on a un objectif légitime qui est relié à la nature du poste. Dans un premier temps, on se doit de le préciser, on ne peut pas forcer un employé à se soumettre à un test de dépistage de drogue. Vous allez voir, là, si vous voyez à l'écran les diapos, il y a des nuances à apporter, mais on ne peut pas congédier un employé strictement parce qu'il refuse de se soumettre à un test. Par contre, si on a constaté différents motifs, la personne avait dégagé une odeur forte de marijuana, la personne avait les yeux rougis, avait la bouche molle, avait des difficultés de locution, tout ça cumulé au fait qu'on lui offre de passer un test de dépistage, et elle refuse, ben, ça peut justifier l'imposition de mesures disciplinaires pouvant aller ultimement jusqu'au congédiement. Test de dépistage, il y a plusieurs niveaux. Allons-y dans le cadre d'un pré-embauche. Pour justifier un test de dépistage pré-embauche, ça ne peut pas être automatique. On se doit de retrouver des circonstances bien précises. Encore une fois, c'est peut-être certains diront variation sur un même thème, mais c'est toujours relié au degré de dangerosité de l'emploi et les risques pour la santé et la sécurité qui peuvent permettre d'effectuer un tel test. Alors, souvent, milieu de construction, tout ce qui est plus physique, qui a plus de risques au niveau de la santé et de la sécurité. Je vous parle rapidement d'une décision rendue en 2010 impliquant Shell Canada. Bon, on était dans le cadre d'une raffinerie de pétrole. On est vraiment dans un milieu qui est reconnu à risque. L'employeur avait créé une politique qui obligeait que tout le monde devait faire un test de dépistage pour ceux qui appliquaient sur des postes critiques pour la sécurité. Et, élément intéressant, l'employeur avait également créé l'obligation pour les salariés de dénoncer un collègue qui consommait des drogues ou alcool ou qui mettait en danger sa santé ou la santé et la sécurité de ses collègues. Alors, le syndicat a challengé, le syndicat a contesté la validité de la politique. Et l'arbitre est venu confirmer que dans des industries à haut risque, comme le cas de Shell, l'employeur était parfaitement justifié de s'assurer qu'un employé qui postule sur un poste à risque, on puisse vérifier qu'il n'a pas de problématique au niveau de l'alcool ou les drogues. Et l'arbitre a également conclu que l'obligation de dénoncer un collègue était tout à fait raisonnable, considérant que le silence n'avait pas sa place dans le cadre des postes critiques pour la sécurité. C'est une évolution. Je ne suis pas sûr qu'on aurait retrouvé ça il y a peut-être 15 ou 20 ans, mais les obligations de l'employeur sont beaucoup plus importantes maintenant en matière de drogue et d'alcool. Alors au moins, on a le pouvoir d'être plus coercitif à ce niveau-là pour les employeurs.
Le temps file, alors au niveau du pouvoir de fouille de l'employeur, ce que l'employeur ne peut pas faire, c'est de faire des fouilles au hasard. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai tiré un nom dans le chapeau. Ah, et c'est toi que je vais fouiller ton bureau, ton casier, peu importe là, ce dont les employés disposent dans votre milieu de travail. Ça, c'est interdit. Afin de pouvoir fouiller un casier dans l'employé, on se doit d'avoir des motifs raisonnables préalables. Pas après, avant. Alors, c'est quoi les exemples qu'on peut vous donner? On a la laine d'alcool, l'odeur de drogue, les yeux rouges, la bouche pâteuse, comme je vous disais, une démarche titubante, de la confusion, un trouble d'élocution, de l'euphorie, de la désinhibition. On a un collègue qui vient nous dire, ben regarde, je pense qu'aujourd'hui, monsieur ou madame X n'est pas dans son état normal, on va vérifier. Quand est-ce qu'on peut également faire un test de dépistage en cours d'emploi? Juste pour terminer avec la fouille, je m'excuse. Alors, dans ces cas-là, on va être justifié de le faire. L'expectative de vie privée en milieu de travail est quand même relativement peu élevée. La jurisprudence, les différents jugements ont confirmé à maintes reprises qu'un employeur, s'il avait des doutes raisonnables, pouvait effectuer une fouille, mais assurez-vous d'avoir un fameux motif raisonnable. Je reviens aux tests de dépistage, toujours, mais cette fois-ci, les tests de dépistage en cours d'emploi. Alors, à la suite d'un accident ou d'un incident qui arrive dans le milieu de travail, si en plus on a des motifs raisonnables, les mêmes que ceux que je viens de vous énumérer, vous pouvez être justifié de demander un test de dépistage. Même chose pour le salarié ou la salariée qui présente des problèmes de consommation ou d'alcool ou de drogue. Vous avez peut-être déjà entendu parler des ententes de dernière chance, hein, la personne qui a un problème, qu'on a attrapé à consommer de la drogue. Bon, c'est correct, on te donne une chance, règle ton problème, mais dans les prochains mois ou les 2 prochaines années, même, on a vu une décision récente, jusqu'à 3 ans après, l'employeur pouvait exiger de pouvoir tester en tout temps l'employé. Alors, ce que je voulais également couvrir avec vous, il y a plusieurs décisions là, que je pourrais vous parler, mais qu'est-ce qu'on voit actuellement au niveau des tests de dépistage? C'est beaucoup les tests de dépistage salivaire qui sont intéressants parce que les tests de dépistage salivaire sont les seuls qui permettent de savoir si on a eu une consommation récente de cannabis. Parce que les tests sanguins peuvent révéler la présence de cannabis, mais depuis plusieurs journées dans l'organisme. Alors, la personne qui consomme du cannabis le vendredi soir et qui vient travailler le lundi matin, ben, au test sanguin, oui, il va avoir la présence de cannabis, mais ses facultés ne seront pas affaiblies. Tandis que le test salivaire, lui, permet de déterminer s'il y a eu une consommation récente dans les heures précédant le quart de travail. Alors là, ben, c'est un marché en floraison, sans faire de mauvais jeu de mots. Alors, de plus en plus sur le marché, vous allez voir, là, il va y avoir différents tests salivaires qui vont être disponibles, que les employeurs vont pouvoir se doter. Les firmes de médecine industrielle aussi se sont mis à jour et peuvent collaborer avec vous pour avoir un mécanisme en place là, dans l'éventualité que vous voulez faire des tests de cette façon-là. Quelques mots en matière peut-être disciplinaire. Bon, c'est une phrase que les avocats disent souvent. Chaque situation doit être examinée selon les circonstances. Parfois, une gradation des sanctions va s'imposer, c'est-à-dire un avis écrit, une première suspension, une plus longue suspension, ultimement un congédiement. Par contre, dans le cas d'accident grave, dans le cas de milieu critique pour la santé et sécurité, c'est possible d'aller également avec un congédiement dès la première offense, selon les circonstances. On s'inspire beaucoup actuellement des décisions rendues en matière d'alcool. L'alcool est légal depuis de nombreuses années. Je n'ai pas connu les années de la prohibition. Et probablement qu'il y a très peu d'entre vous aussi qui ont connu ça. Alors, c'est un peu la même règle. L'alcool est légal. Je n'ai pas plus le droit d'arriver avec mon six-pack, mon 41 de gin au bureau, mais je n'ai pas plus le droit d'arriver avec mon joint ou de fumer juste avant de commencer le travail.
Alors, oui, il y a beaucoup de décisions rendues dans cette matière-là et on peut s'en inspirer. Peut-être quelques mots de la fin pour terminer. On parlait des accommodements aussi. Je pense qu'un des sujets qu'on voulait aborder, c'est la question des accommodements. On en a parlé un peu en fait, tu y as fait allusion, oui. Mais je pense que c'est important de l'aborder. Oui, ben, il y a 3 thèmes essentiellement. Programme d'aide aux employés que vous pouvez avoir. Plusieurs entreprises vont offrir soit un congé sans solde à l'employé qui veut suivre une cure de désintoxication, soit de défrayer une partie ou la totalité des coûts reliés à une telle cure. Alors ça rentre tout dans la question d'obligation d'accommodement. Il y a également la question, ça c'est quand même une extrême minorité, mais de ceux qui consomment pour des fins médicales. Il y en a beaucoup qui s'en servent, mais il y en a très peu que c'est effectivement justifié. Et il y a l'entente de dernière chance dont j'ai glissé là, quelques mots, qui dit, bon, on te donne une chance, on est prêt à surseoir à la décision de procéder au congédiement, mais on veut s'assurer que tu te prends en main, hein, que tu fais les démarches nécessaires pour guérir de cette maladie, quand on parle de dépendance à l'alcool ou aux drogues. Et on encadre les règles du jeu avec le retour à l'employé. Je donnais l'exemple de pouvoir faire des tests là, de dépistage là, dans les mois ou les années qui suivent. Alors, c'était effectivement au niveau des obligations d'accommodement, différentes facettes qu'on se doit d'avoir en tête. Écoute, question qui me... Alors, j'invite en fait les gens qui sont avec nous en ce moment, s'ils ont des questions donc par rapport à cette nouvelle législation, de ne pas hésiter à les poser. Vous avez un point d'interrogation dans le tableau qui peut vous aider à le faire, évidemment, puisque les micros sont fermés. Donc, on vous demande de le faire par écrit. C'est certain qu'en entendant cette présentation, en tout cas, moi, il y a beaucoup de questions qui me viennent en tête. On fait beaucoup de comparaisons. En fait, un des premiers éléments, c'est qu'on fait beaucoup de comparaisons avec l'alcool. Donc, on a vu qu'il y a certaines règles qui finalement suivent le même chemin, grosso modo, que l'alcool. Est-ce qu'on anticipe les mêmes, dans les entreprises, les mêmes, si vous voulez, les mêmes impacts que l'alcool, par exemple? Oui, le où on a beaucoup de craintes, c'est au niveau de la détection. Souvent, l'alcool, on va reconnaître la laine d'alcool, on va avoir l'odeur. Bon, le cannabis qui sera fumé, ça c'est assez facile, mais toutes les autres sortes de cannabis, c'est là le défi, là, de trouver les indices. Mais c'est certain qu'en droit, on s'inspire souvent du passé. On est, contrairement aux entreprises dont vous faites partie, hein, qui regardent l'avenir, on a le défaut, nous, de regarder beaucoup plus ce qui s'est fait dans le passé. Alors oui, les règles ou les décisions rendues en matière d'alcool risquent de s'appliquer pas mal pour ce qui est du cannabis. J'imagine que ce qui est lié au cannabis, les décisions rendues jusqu'à ce jour ne seront pas nécessairement, ne pourront peut-être pas être reprises, étant donné que maintenant on parle d'une situation d'illégalité, une situation de légalité, j'imagine. C'est ça, parce que souvent les décisions de cannabis, c'était les gens qui faisaient le trafic au sein de l'entreprise ou la vente ou qui en possédaient. On avait quand même certains cas d'intoxication, mais beaucoup moins que les cas qu'on retrouve en matière d'alcool. Alors, il y a plusieurs éléments à définir dans le futur, c'est certain. Je sais que ce n'est pas votre spécialité, mais est-ce qu'on a regardé un petit peu la question des coûts pour les employeurs? Par exemple, implanter une politique, suivre cette politique-là, l'intégrer à l'intérieur de l'ensemble des activités de l'entreprise. Est-ce qu'on a une idée de coût que ça peut représenter? Oui, puis souvent, c'est beaucoup moins que ce qu'on peut penser. Là, je vous dirais, là, sans faire trop de publicité, que pour environ 500 $, on va faire une politique où on va mettre la politique à jour, on va donner les outils pour que les gens puissent l'instaurer dans leur milieu de travail. Pour ceux qui sont très au niveau informatique, on va développer une méthode d'acceptation des politiques sans même que les gens aient à signer ou qu'on ait à faire de la paperasse. Je dis souvent, c'est un peu ma marque de commerce, que les clients les plus intelligents appellent avant, puis les plus payants appellent après. Ce que je veux dire rapidement à ce niveau-là, c'est que ça me fait plaisir d'aider les clients les plus payants, mais ce que je veux dire, c'est, vous l'avez sans doute compris, c'est que souvent de poser la petite question avant, de faire des petites choses avant, vont coûter beaucoup moins cher que de rien faire, que d'appeler l'avocat une semaine avant le procès ou autre.
Alors, d'avoir une politique, c'est pas une grosse dépense, et de mettre les bonnes règles et de s'assurer qu'on procède de la bonne façon, bien, ça risque d'éviter les problèmes et assurément qu'au niveau des coûts, ça va être moins dispendieux. Aujourd'hui, on est au jour 1, en fait, puisqu'on est, donc c'est aujourd'hui que ça entre en vigueur. Est-ce que tu avais un conseil à donner, donc, avec les gens qui sont avec nous et qui ont des petites entreprises ou des PME, qu'est-ce que ça serait? Donc, au jour 1, aujourd'hui, j'ai une politique, c'est une amorce, elle n'est pas encore totalement là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est de parler, c'est de communiquer. Oui. On a un problème. On s'excuse pour la lumière. Oui. Je pense que le secret, c'est de communiquer ses attentes auprès de ses employés. Par la politique, ça peut être verbalement, ça peut être dans une rencontre d'équipe de 10-15 minutes. Parce que là, il y a tout plein de choses qui se disent dans les médias, la radio, la télévision. On a de la misère à faire le tri de qu'est-ce qu'on peut faire, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Je pense que l'employeur doit prendre quelques minutes, s'asseoir avec ces gens et leur dire, ben, regardez, chez nous, ici, c'est tolérance zéro, ou voici les règles qui s'appliquent. On va avoir une belle politique qui va vous être communiquée ou de refaire signer, mais d'aviser les gens, qu'il n'y ait pas de surprise. Si tout le monde connaît les règles, en principe, ça devrait bien se dérouler. Merci beaucoup. Est-ce qu'on te laisse le mot de la fin? As-tu un dernier élément que tu aimerais partager avec nous? Merci, ça me fait plaisir. C'est évidemment un sujet chaud et d'actualité à suivre. Alors, ça nous fera plaisir d'en rediscuter peut-être une prochaine fois. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir été présent avec nous donc, pour ce sujet. Si vous avez des questions particulières sur cette fameuse légalisation, je vous invite à nous écrire et on pourra transmettre donc vos questions à notre invité. Sur ce, on vous remercie d'avoir été avec nous et écoutez, on espère vous avoir avec nous pour nos prochains sujets de webinaire. Alors, bonne fin de journée.